Cités perdues comme effacées de la mémoire des hommes pendant près d'un millénaire, leurs ruines magistrales émergent avec difficulté du fouillis végétal. Orgueil de la grande civilisation maya, ces cités furent abandonnées victimes de leur essor. La surpopulation y entraîna famine prolongée et conflits internes. Il n'y a pas de mystère maya. Cette civilisation s'est éteinte comme d'autres pour n'avoir pas su gérer son patrimoine naturel. Plus obscurs sont les motifs qui ont poussé les Mayas, peuple de bâtisseurs inspirés, à s'installer au cœur de la grande forêt tropicale, l'un des milieux les plus hostiles de la planète. Vu du ciel, ces raisons deviennent évidentes. Dans les basses terres d'Amérique centrale, l'eau se manifeste sous les formes les plus variées. Les rios tumultueux qui descendent de la Sierra Madre del Sur alimentent lagunes et fleuves. Pour les Mayas qui ne connaissaient ni le fer ni la roue, l'omniprésence de l'eau garantissait des récoltes faciles et offrait des voies de communication naturelles. Le Chiapas, dans le sud du Mexique, était donc un endroit idéal. En fait, comme 90% des communautés humaines, les Mayas s'étaient fixés malgré les difficultés, là où la vie pouvait se développer, auprès de l'eau douce. L'or bleu ne semble jamais devoir manquer. En effet, plus des 2/3 de la surface de notre planète sont recouverts du précieux liquide. Mais 97% de celui-ci est salé, donc impropre à notre consommation. Ce qu'il reste, l'eau douce, est en grande partie prisonnière des glaciers et des calottes polaires. Les fleuves, les lacs, les nappes souterraines ne représentent donc qu'un infime pourcentage de la quantité fixe d'eau que la Terre possède en héritage. Jusqu'à présent, cela a suffi à quelques 80 milliards d'hommes qui l'ont respecté. Agua Azul, certainement un des spectacles d'eau les plus réussis sur Terre. Agua Azul en espagnol, l'eau bleue. C'est selon la légende le jardin aquatique des Mayas, ou plus exactement le jardin secret de Chac, le dieu de la pluie. Il faut dire que les Mayas n'avaient de cesse de le solliciter, soit pour réclamer la pluie, soit au contraire pour lui demander de baisser le niveau des eaux. On est dans l'état du Chiapas, au cœur du berceau de cette civilisation fascinante, en plein cœur du Mexique. Bonsoir. Ushuaïa Nature dorénavant a décidé de mettre ses moyens et son expérience, plus encore qu'avant, au service de la découverte et de la compréhension de la nature dans ce qu'elle a de plus rare et de plus exceptionnel. Et au moment où on démarre une nouvelle série d'expéditions, il nous a semblé important de mettre en valeur et de s'intéresser à un des éléments de notre environnement avec lequel nous sommes le plus familiers, tellement familiers d'ailleurs que l'on a fini par le banaliser à tort, car cet élément est essentiel à la vie, car il est la vie, c'est l'eau, cette incroyable petite molécule bleue à qui l'on doit tout, qui porte en son sein sans doute le mystère de nos origines et très certainement les clés de notre futur. L'eau paradoxale, car sublime mais inquiétante, voire dévastatrice, puissante mais particulièrement vulnérable et fragile, abondante comme ici et en d'autres endroits cruellement rare. Pour cet hymne à l'eau, nous allons commencer par un itinéraire aquatique ici au Mexique, au fil de la rivière Chumula, avec laquelle nous allons disparaître sous terre. Nous irons aussi dans les poches d'eau sous le territoire calcaire du Yucatan,
plonger à l'intérieur des cénotes. À la fin de cet itinéraire mexicain, nous conclurons ce voyage aux confins du désert de Chihuahua, à la découverte de minuscules petites piscines résiduelles mystérieuses qui sont autant d'aquariums dans cette région aride. Cap également en Birmanie, ou plus exactement au Myanmar, pour peut-être la plus belle des relations de symbiose entre l'homme et l'eau avec les Inta dans le lac Inle, cette petite communauté qui a construit ces immenses jardins lacustres. Relation beaucoup plus spirituelle, quasi mystique, entre les Indiens et le Gange, ce fleuve sacré qu'ils considèrent comme leur mère. Et puis nous irons à la rencontre de l'un des animaux d'eau douce les plus emblématiques pour se rappeler que l'eau c'est aussi un milieu et que lorsque sa qualité se détériore, ce sont des réactions en chaîne. Le Lamentin risque, à cause de la détérioration de l'eau, d'être à court terme condamné. Pour l'heure, cap sur la rivière Chumula avec Franck Tessier et nos amis mexicains pour tenter de comprendre l'aspect mécanique de l'eau. Pour aller à la rencontre de l'eau douce, Nicolas Hulot a demandé à un scientifique de terrain de l'accompagner. Deux Indiens du Chiapas, spécialistes du rafting sur la rivière, vont leur servir de guide. La descente du rio Chumula, même grossie par les eaux des cascades d'Agua Azul, ne présente pas de difficultés particulières. C'est plutôt un voyage initiatique sur l'une des plus belles rivières du monde. Allez. Oh putain, on va rester. Oh putain. Hop là. Oh. Incroyable la couleur de la flotte. Elle est bleue, hein, Hein? ouais, très très bleue. C'est dû à quoi? Ah, c'est des particules d'argile qui sont dissoutes dans l'eau. Et la lumière, se réfléchissant sur ces particules, renvoie la lumière bleue. Et si on prend un verre, tu vois, on en prend une goutte comme ça, un verre d'eau, là elle est translucide. Donc c'est donc bien la lumière qui joue ce rôle-là. Sur l'épaisseur bien sûr de l'eau, hein, qui est quand même conséquente. Incroyable parce qu'elle a presque la couleur bleue des lagons, tu sais. Mais ça vient des terrains calcaires qui se trouvent en haut. En fait, l'argile a été arrachée, emmenée par l'eau, transportée par l'eau. Franck Tessier est spécialiste des sciences de la vie et des sciences de la terre. Ce sont deux domaines de compétences qui sont importants quand on s'intéresse à l'eau, car ça concerne les deux disciplines. En même temps, tu fais beaucoup de spéléologie à titre personnel, mais en même temps, tu enseignes à tes étudiants le parcours de l'eau souterrain, comme on pourra le voir sur la rivière Chumula. Il faut dire qu'on a tendance à banaliser l'eau, alors que, comme les anciens le disaient, l'eau est le principe de toute chose. On l'a en nous, on l'a autour de nous, et si nous sommes, nous, les hommes, et l'ensemble des êtres vivants, dans un tel état de dépendance par rapport à l'eau, c'est sans doute un héritage de la vie qui est née dans les océans. D'ailleurs, le plasma en est une illustration, car c'est sans doute un vestige de l'océan primitif dont il a l'exacte constitution. Allez, ça bouge un peu plus là, hein. C'est quand même pas le Zambèze, hein. Non. Allez. En fait, ce qui est amusant, c'est que la vraie aventure, c'est la molécule d'eau qui la vit, parce que l'eau, par exemple, là, qui est sous le canot, si ça se trouve, elle a déjà, je sais pas, elle s'est déjà baladée en Afrique, en Asie. C'est incroyable, parce que le cycle de l'eau, c'est quelque chose qu'on ne soupçonne pas et qui... Oui, c'est à la fois quelque chose de très simple et de très complexe. Bon, c'est un cycle, donc c'est quelque chose qui se renouvelle en permanence. Si on prend un point de départ qui est l'océan, qui représente la plus grande surface d'évaporation, donc sous l'effet du soleil, toute cette vapeur d'eau monte en altitude, va ensuite se refroidir au fur et à mesure qu'elle monte en altitude, se condenser en quelque sorte et former ces nuages qu'on connaît bien, qui vont donner lieu à des précipitations. Et puis, on peut avoir deux solutions, où on obtient des précipitations sur les continents ou sur les océans, ou alors cette petite molécule d'eau, sous forme de nuage, elle va voyager pendant plusieurs milliers de kilomètres éventuellement, se retrouver
au niveau des pôles, au niveau des calottes polaires, et être là emprisonné dans la glace pendant 10 000 ans, 11 000 ans. À l'inverse, elle peut rejoindre le sol et selon sa porosité ou sa perméabilité, soit elle reste en surface, soit elle commence une autre aventure qui est l'aventure souterraine. Oui, soit elle ruisselle, Comme ici, comme la rivière Shumula, à la surface de notre planète, ou alors elle va s'infiltrer, notamment dans les terrains calcaires, elle va créer des petites fissures, des petits passages, et former donc des réseaux souterrains, et puis parfois des poches, qui sont des réserves d'eau potentielles. D'ailleurs, ce travail admirable et extraordinaire de l'eau, les anciens, eux, l'avaient bien compris. C'est pour ça que beaucoup divinisaient l'eau et les fleuves. Et aujourd'hui, c'est plus rare, à l'exception peut-être du Gange. La précoce disparition de la civilisation maya au Xe siècle de notre ère a laissé l'environnement aquatique du Chiapas dans son état initial. Il n'en est pas de même en Inde où fleuves et rivières coulent au beau milieu de zones surpeuplées à l'urbanisation galopante. Miraculeux et infernal, le Gange, l'un des plus longs cours d'eau de la planète, porte en lui le pire et le meilleur. La mythologie hindoue a beau expliquer qu'il s'agit de la chevelure de Shiva descendue sur terre, blanche et pure comme le lait, il est difficile pour le profane de voir dans le fleuve autre chose qu'un immense réservoir de bactéries en quantité phénoménale. Pourtant, les principaux dieux de l'hindouisme s'étaient penchés sur le berceau de ce fleuve, né dans les contreforts de l'Himalaya. Là, selon la légende, la tumultueuse déesse Ganga prit la forme de ces eaux encore belles et transparentes. Le Gange est ainsi devenu pour toujours le garant de la purification de l'âme. Plus d'1 milliard d'individus respectent le fleuve Ganga, envoyé pour leur bonheur par Brahma, Shiva et Vishnu. À 7 extrémistes, sadhus modérés, intouchables, notables, hommes, femmes, enfants profitent de l'eau sacrée censée les libérer du monde de la réincarnation le jour de leur mort. Tous les 12 ans, à la faveur d'une position astrale bénéfique, on célèbre la Kumbh Mela à Hardwar, première grande cité traversée par le Gange. Le 14 mars 1998, 1,5 million d'hindous, toutes castes confondues, étaient au rendez-vous suprême du Grand Bain. « 1500 km en aval, l'aurore se lève sur Bénarès l'incontournable. La ville éternelle, que l'on dit plus ancienne que Babylone, retire lentement sa robe de brume et se pare des couleurs de l'or. Chaque matin, depuis que l'Inde est hindouiste, le spectacle est le même. Les pèlerins saluent le ciel, touchent leur front de leurs mains jointes, boivent une gorgée d'eau et s'immergent par 3 fois. À leur côté, sur les ghats, ces escaliers de pierre qui descendent de la ville jusqu'à l'eau miraculeuse, hommes, femmes et enfants font leurs ablutions, se lavent, se rincent, sans souci des voisins qui effectuent le même rituel tout au long du fleuve. Alors Bénarès, la plus sacrée des 7 villes saintes de l'Inde, avec ses 60 000 pèlerins quotidiens et son million d'habitants, devient la plus vaste salle de bain et de prière du monde. Tout entière bâtie sur la rive gauche du Gange, Bénarès, aussi appelée Varanasi, compte une 60aine de ghats sur 6 km. Certains sont réservés à des tâches exclusives comme celui des blanchisseurs. Il y a surtout Manikarnika Ghat, le plus sacré, celui où l'on brûle les morts sur des bûchers de bois. Du santal pour les riches, plus agréable à l'odorat des familles. Les plus pauvres se contentent de petits bûchers de bouse séchée mélangés à de la paille. Le rituel funéraire est immuable. La famille se réunit autour d'un brahmane et récite les paroles sacrées qui préparent les cendres du regretté à l'ultime voyage. Derniers instants de recueillement pour le fils aîné sur la barque de la caste des bateliers du Gange,
avant de jeter les cendres et les offrandes dans le fleuve. C'est la seule façon pour un mort d'échapper à la réincarnation et l'ascenseur direct pour le royaume des dieux. Au début du siècle, la femme du défunt se serait immolée sur le même bûcher pour le rejoindre. Aujourd'hui, elle se contente de se faire raser le crâne pour signifier la profondeur de son deuil. La notion de sacrifice est toujours très forte en Inde. La nuit ne calme en rien l'activité des Ghats, où hymne à la mort et à la vie se confondent. Ils sont des milliers au bord des marches de pierre pour la cérémonie de l'Arti. L'offrande de la flamme au fleuve remercie Shiva du bon déroulement de la journée écoulée. Plus loin, sur Manikarnika Ghat, les bûchers n'en finissent pas de crépiter. Ainsi, pour la seule Bénarès, 350 cadavres humains peu ou mal consumés sont quotidiennement jetés dans le fleuve. Sans compter les dépouilles des enfants, des sadhus, des lépreux, qui n'ont pas droit à la crémation, ni les 1500 tonnes d'animaux domestiques et de bétail qui sont confiés en l'état au fil du courant sacré. Le pouvoir purificateur du Gange n'est vraiment plus qu'une vue de l'esprit. Victime de son succès religieux et d'une considérable pollution industrielle, le fleuve pourrit lentement. L'équipe d'Uswaya Nature va tenter de rencontrer un homme exceptionnel qui veut rendre sa transparence aux eaux du géant corrompu. Cet homme, Veer Basha Mishra, grand brahmane de Bénarès et éminent scientifique, y consacre désormais sa vie. À près de 20 000 km de Bénarès, Nicolas et Franck Tessier se rendent maintenant en amont de la rivière Shumula, dans les sierras couvertes de jungle du Chiapas. Le phénomène du Niño a durement frappé le Mexique. Ici, il n'a pas plu depuis plusieurs mois et seul un filet d'eau coule au fond du canyon. D'ordinaire, lorsque ces eaux déferlent en grondant, le rio Shumula érode la roche calcaire pour s'y frayer un lit de plus en plus profond. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. Le torrent passe toujours au plus court, et si d'aventure la montagne résiste, il la transperce en ligne droite sur plusieurs kilomètres. Guy Moxon et Stéphane Girard, les spéléologues d'Uswaya Nature, ont aménagé une ancienne parcelle de jungle brûlée par les paysans mexicains pour recevoir l'hélicoptère de l'expédition. Un camp de base a été établi au-dessus du gouffre où disparaît la rivière. Depuis plusieurs jours, Guy et ses compagnons en équipent les parois friables. Plusieurs centaines de mètres de cordes vont permettre de descendre au niveau de la percée souterraine. Donc vous avez fait un travail d'équipement Derrière. solide, Voilà. celle-là. Ouais, va pas plus loin parce qu'après elle n'existe plus. Hein. Voilà, juste au-dessus de l'entrée là. Bon, là on a peu d'eau, ce qui fait qu'elle est à sec. Mais habituellement, on a une rivière qui sort du premier étage Ça c'est dingue. et qui coule en cascade sur le pont du deuxième étage. Le pont sous lequel coule la rivière du Shumula. D'accord, donc le collecteur du fond servait de collecteur pour deux rivières. Voilà. Et malheureusement, on pensait avoir les deux réseaux. Mais là, on est dans une période un peu sèche. Donc le premier réseau, pour l'instant, est à pire qu'à l'étiage parce qu'il ruisselle même pas. Hein.
Ah, il n'y a absolument plus une goutte d'eau. Et ça, c'est un réseau que vous avez découvert par hasard? Ah, complètement par hasard, ouais. En fait, on était sur Agua Azul, donc les cascades qu'on a vues précédemment. Et pour comprendre le réseau hydrographique qui est très complexe, parce qu'en fait, il s'étale dans la forêt, donc en plusieurs bras, on a fait un repérage en avion. Et donc, pour voler le plus bas possible, l'avion est passé par ces gorges. Et en fait, on regardait la rivière qui coulait en dessous. Et subitement, cette rivière, on l'a plus vue pendant un moment. Et puis, on l'a vue ressortir plus loin. Donc, ce qu'on va essayer de faire là, c'est qu'on va suivre la voie de l'eau. On va rentrer sous le pont et on va regarder si on peut ressortir de l'autre côté, suivre le parcours de la rivière. Voilà, du coup, accompagner l'eau. On va tenter de traverser toute la cavité Massif, d'accord. pour ressortir de l'autre côté. Ok. Nicolas et Franck se préparent. Pendant ce temps, le matériel et une partie de l'équipe Spéléo sont acheminés près du porche d'entrée. Trans-Choumoula Express, c'est parti. Le Trans-Choumoula Express, un moyen de transport rapide qui consiste à se laisser treuiller sur un filin de 9 mm de diamètre au-dessus de 100 mètres de vide. Je vérifie une dernière fois. C'est pas que je te fasse pas confiance, mais... Hein? Non, mais c'est bien mieux comme ça, vas-y, t'as raison. Stéphane pour Nicolas, tu m'entends? Oui, je te reçois, Nicolas. Et moi là, je suis arrivé au premier niveau. La grande grotte que je vois, ça c'est là la deuxième rivière normalement? Oui, exactement. En fait, tu dois apercevoir des gourds asséchés malheureusement devant toi. Et tu es pile au niveau de la rivière qui sort et qui coule en cascade habituellement. D'accord. En tout cas, il y a un beau spectacle en bas. Et c'est là où tu vas. Ok, stop. Nicolas est arrivé à l'entrée de la grotte. De son côté, Franck Tessier effectue une descente plus classique en rappel pour examiner la plateforme asséchée d'où aurait dû surgir la seconde rivière. Il est rapidement rejoint et dépassé par Stéphane Girard, pour qui la descente sur corde n'est qu'une formalité. Oh, cette descente, fantastique, extraordinaire. T'as vu le... Il y a combien de mètres? Là, il y a 40 mètres, là. Ah ouais, il y a 40 mètres, mais dans le vide. Hein. Ah ouais, 40 plein vide depuis là. Ah ouais, vraiment Il y a encore extraordinaire. 20 mètres en dessous, là. Alors là, on arrive au Et t'as niveau de vu l'émergence. voilà, en fait, toute l'histoire, elle est là. C'est que là donc, t'as la résurgence, ici, Ouais. qui coule habituellement, qui alimente les gourds. Et la perte, bah, ça y est, on va y aller, hein, regarde. Elle est juste en dessous, là. Ah bah Extraordinaire. tiens, Nicolas est là, ouais, c'est bon. Ah ouais, je le vois, Nicolas. Ok. Ouais, il est Ouais. là. Bon, bah, feu. Travaille la flotte là. Hein. Ouais. Tu te rends compte le temps qu'il a fallu pour créer ça là? La constance de l'eau. Hein. Quand elle a décidé d'aller quelque part, elle mettra le temps, mais... Ligne droite. Ah, il y a quand même des blocs énormes là, qui se sont effondrés. D'ailleurs là, on peut imaginer qu'il y avait une arche encore il y a peu de temps. Voilà. Et que ça, c'est peut-être les vestiges de l'arche. Hein. Peut-être ici, effectivement, on était déjà sous la grotte, il y a de ça quelques milliers d'années. Ce qui veut dire que si cette dégradation se continue, il serait logique que dans plusieurs milliers d'années, ce canyon soit à l'air libre sur tout son trajet. Voilà, on aura un véritable canyon et non plus une partie souterraine. D'accord. Ce qui est insensé, c'est que en apparence, l'eau comme ça a un aspect inoffensif,
Et on s'aperçoit que les matériaux les plus résistants lui succombent parce que ça soit le minéral ou même le fer ou le métal, Tout à fait. tout finit par y passer. Alors imagine que là, par exemple, elle transporte ne serait-ce que les molécules d'eau qui la constituent, qui vont agresser continuellement la roche, accompagnées d'un certain nombre de projectiles en mouvement, des graviers, des sables, et puis parfois même des énormes blocs comme ceux-ci, déplacés avec vigueur lorsqu'il y a des crues. Alors, c'est sans compter avec le rôle chimique de l'eau, qui est lié à la pluie, qui va récupérer le gaz carbonique qui se trouve dans l'atmosphère, le dissoudre dans les eaux en mouvement, et ce gaz carbonique va se transformer en acide carbonique et attaquer le carbonate de calcium qui constitue le composant essentiel des roches calcaires, et ce qui va permettre donc de contribuer à créer ces formes complètement exceptionnelles. L'eau est capable de déchiqueter tous les reliefs. Elle est continuellement en action et je crois que c'est l'un des plus beaux sculpteurs de paysages. Ah, regarde cet énorme tronc d'arbre coincé dans la voûte. Ça montre là la force et la puissance de l'eau. Ah oui, parce que là, il y a bien 40 mètres entre le... Ah oui, et puis même, elle doit monter de plusieurs dizaines de mètres jusqu'au premier porche qu'on avait atteint tout à l'heure. Toutes les grottes abritant de mystérieuses rivières étaient vénérées par les Mayas. Peut-être voyaient-ils là la demeure de Tchak, le dieu de l'eau. À notre époque, les hommes qui ont conservé un rapport spirituel avec l'élément liquide sont parfois confrontés à un étrange paradoxe. Comment avoir foi dans les vertus purificatrices d'un fleuve quand celui-ci n'est plus qu'un vaste bouillon de culture? Le Gange à Bénarès en est le symbole. Son grand prêtre, Veer Bacha Mishra, a déclaré la guerre aux démons qui empoisonnent le fleuve sacré. Je souffre. De toute ma vie, je ne pourrai jamais quitter le Gange. J'irai tous les jours prendre le bain sacré, quelles qu'en soient les conséquences. Et pourtant, ma formation scientifique me dit que l'eau du Gange n'est plus la même. Il y a des microbes et de la pollution, mais tant de beauté. Il existe comme une bataille à laquelle est assujetti mon cœur, et je souffre de jour en jour. Heureusement, cette souffrance a donné naissance à l'action la plus importante de ma vie, la Swachha Ganga Campaign, la campagne de nettoyage du Gange. Pour Ushuaïa Nature, Vanessa Lemaire Drinkwater, hydrologue au nom prédestiné, est venue enquêter à Bénarès. Accompagnée de l'assistant de Mishra, elle fait une évaluation de la pollution de la ville et du fleuve. Surpopulation, insuffisance, inefficacité et inadéquation des moyens, pollution chimique ou organique, tout concourt à faire du fleuve sacré un immense cloaque. Pourtant, dès 1986, Indira Gandhi, alors Premier ministre indien, confie à son fils Rajiv le dossier d'un enjeu national. Millions de dollars et peine perdue. Toute personne est bienvenue pour utiliser ces toilettes publiques, aussi bien les femmes que les hommes. Mais où vont donc les eaux usées? Elles partent pour la station de relèvement. Cette pompe se situe tout près d'ici, sur la berge même du Gange. Toutes les eaux des égouts viennent de la ville. Tu vois cette marée noire? Mais les gens se baignent? Oui, ils se baignent. Sous la plateforme, il y a une vanne. Pendant la nuit, elle reste ouverte. Et les égouts sont ainsi relâchés dans le Gange. Et en plus, dès que le niveau du Gange monte pendant la mousson, la pompe ne fonctionne plus. La vanne demeure ouverte tout le temps. Et les eaux usées sont rejetées directement dans le Gange. Cette pompe n'intercepte jamais les égouts et ne les envoie jamais à la station d'épuration pendant la mousson. 5 pompes semblables à celle-ci sont installées sur les rives de la ville sainte. 14 km de canalisation acheminent en principe une partie des effluents à la station de Dinapur. Les 2 tiers n'y parviennent jamais et rejoignent directement la rivière Varuna. De toute façon,
l'alimentation des pompes en électricité est en panne 9 fois sur 10. Alors la Varuna, transformée en égout à ciel ouvert, livre sa soupe mortelle à la sortie de la ville. Est-ce que je peux voir? Oh my God. Oh. Red worms everywhere. Il y a des vers partout. Près de 100 000 personnes souffrent ici. Il y a 7 villages. Tout le monde consomme cette eau. Beaucoup ont des douleurs au ventre. L'assistant de Mishra confirme les pires craintes de Vanessa Drinkwater. L'absence de médicaments fait que les personnes atteintes de graves troubles gastriques meurent au bout de 2 ou 3 jours. Ont-ils d'autres solutions que de boire le poison qui les ronge? Même les puits des villages qui bordent le fleuve sont eux aussi contaminés. Les eaux épurées semblent elles aussi des plus suspectes. Vanessa veut en avoir le cœur net et se rend à la sortie de la station de Dinapur, en aval de la ville. Effroyable. Est-ce que je peux prendre un échantillon? Le prélèvement s'impose, les résultats seront édifiants. Grand prêtre et scientifique, Mishra use de son aura pour sensibiliser la jeune génération. L'école est l'endroit privilégié pour expliquer et faire passer les messages et tenter de modifier les comportements. Il espère que les jeunes transmettront ce qu'ils ont appris dans leur entourage. Se rendre sur les Ghats est la meilleure leçon de choses. L'eau prélevée est analysée dans le seul laboratoire disponible à Bénarès. Les résultats de ces analyses bactériologiques pratiquées chaque jour révèlent facilement pourquoi les innombrables consommateurs de l'eau du Gange souffrent et meurent de dysenterie, amibiase ou choléra, pour ne citer que les affections les plus classiques. Notre projet est scientifiquement réalisable. Il consiste à poser une canalisation tout le long des Ghats pour intercepter et capter les égouts, puis de les diriger par gravité loin de la ville. Et puis, comme nous avons une série de lagunes à Sota, sur une vaste étendue de sable dans un bras mort du Gange, là, des bassins d'oxydation pourront être construits, avec au bout un bassin piscicole. Les eaux épurées sortiront dénuées de bactéries et la qualité de l'eau sera supérieure à celle que reçoit la ville actuellement. Ce rituel, le long des 7 km de la ville, de 60 000 pèlerins qui s'immergent tous les jours, je pense que c'est une véritable tradition. Notre foi, notre culture vit là, grâce au Gange. L'humanité doit être concernée. L'ONU devrait nous aider pour chercher de nouveaux amis du Gange qui nous soutiendraient dans notre combat pour nettoyer le fleuve. 30 millions de personnes, dont 20 millions d'enfants, meurent chaque année dans le monde des suites de l'absorption ou du simple contact avec de l'eau douce polluée. Pasteur disait « Nous buvons 90% de nos maladies ». C'est 100% vrai pour les riverains du Gange. On n'en est pas encore là dans ce coin perdu du Chiapas. Et pourtant, les mauvaises surprises sont à venir.
Pénétrer sous terre demande une logistique complexe. Des petits bateaux pneumatiques ont été déposés par l'avant-garde de l'expédition de l'autre côté du siphon. Après avoir franchi celui-ci, Nicolas et Franck rejoignent Stéphane. Il y a 9 ans, lorsque ce dernier a découvert le gouffre avec Guy Moxon, personne avant eux ne s'était risqué au-delà de cet inquiétant gosier minéral. Les heures de navigation sous terre risquent d'être longues. Aux lampes sur pile manquant d'autonomie, les spéléonautes ont préféré leurs lampes à acétylène. Comme elles fonctionnent sur le principe d'une réaction chimique avec l'eau, les risques de manquer de lumière sont ainsi très réduits. Ok Steph? On part en avant, hein? Ok, Tu te mets on part en directement avant. dans le bateau là. Tu t'arrêtes pas avant l'eau, hein, tu descends directement dans le bateau. Hop! Raté! Fais gaffe à l'arrivée. J'ai failli me mettre... Ouais. Il est utile... Ouais, il est utile de te dire que c'est pas stable. J'ai failli me mettre une boîte tout à l'heure. Vas-y, on se met face à face. Hein. Je vais essayer d'arriver direct. Tu stabilises un peu le bateau? Ouais, c'est bon. Ok, allez, go. Tu nous détaches. Allez, une pagaie par... Génial. C'est bon pour moi. Voilà, tu te mets pas plus sur l'avant et on y va. Allez, tu rames à gauche. Oh là là, on est sur la rivière là. Regarde l'ouverture derrière. C'est bon. Ah, c'est extraordinaire. 3, 4, 5 arrivées d'eau. Regarde derrière toi là. C'est là où le qualificatif de collecteur il prend tout son sens. Hein. Et ça, c'est des réseaux différents. Ah, et c'est de l'eau qui vient d'ailleurs. C'est de l'eau qui vient peut-être d'une autre vallée carrément. Vas-y, rame. C'est pour ça que... Ouh. Attention, il y en a une autre, derrière toi. Ah, c'est extraordinaire. Là, c'est l'illustration parfaite des eaux de ruissellement. Parce que celles-ci, elles viennent pas du même endroit. C'est incroyable de voir arriver carrément des gouttières comme ça. Donc là, on se trouve réellement dans le drain principal, c'est-à-dire le collecteur des eaux de ruissellement qui viennent non seulement de la rivière Choumoula, mais qui viennent également de massifs calcaires qui peuvent se situer à des kilomètres d'ici. C'est ce qu'on appelle en fait un réseau en étage. Il y a donc des circulations d'eau dans les réseaux supérieurs et tout vient converger ici. Il est là. Ouais. Ah, il y a quand même des petites... Il y a une vie souterraine hein, quand même. Ce sont des animaux qui ne séjournent pas sous terre très longtemps. Ah, c'est chouette. Une superbe... Encore un des paradoxes de l'eau, tu vois, avec l'eau qui est capable de creuser et de faire cette superbe rivière souterraine, est capable de déposer également cette calcite qu'elle avait dissous auparavant dans les roches calcaires et qu'elle redépose en formant des belles draperies de calcite. En fait, tout cela, c'est dû à un phénomène physique très particulier qui fait que le gaz carbonique qui a permis à la fois d'agresser et de rendre acide l'eau, à un moment donné, va s'échapper au profit d'un espace un peu plus grand, et ce qui va permettre de précipiter donc cette calcite et de former ces belles formes. D'ailleurs, ces formes tout à fait exceptionnelles là. On va quand même s'arrêter 30 secondes là parce que voilà ce que notre civilisation va laisser en legs ou en souvenir aux archéologues des prochains siècles ou des prochains millénaires. Les Mayas nous ont laissé ces magnifiques temples et nous, voilà. Et ça, c'est pour la pollution la plus visuelle, mais c'est pas forcément d'ailleurs la plus dangereuse. La seule chose, c'est que celle-là, elle va nous survivre pendant un temps infini. J'ai l'impression qu'on voit le jour là-bas. Bon. Ouais, juste après là. Ouais, c'est ça. Il y a la lumière qui arrive.
Ah ouais, je vois la On a lumière. traversé la montagne là. C'est quand même assez sympa. C'est une véritable percée hydrogéologique. On voit bien que le canyon est en train de s'agrandir et peut-être encore quelques siècles ou quelques milliers d'années et l'eau aura eu raison de cette montagne. Ça va pas tarder à s'effondrer ici. De toutes les relations que les hommes entretiennent avec l'eau et en particulier avec l'eau douce, je pense que la relation la plus harmonieuse qui existe, en tout cas qu'on ait rencontrée, c'est celle des Inta qui vivent au lac Kinley dans le nord de la Birmanie, qu'on appelle maintenant le Myanmar. Un peu à l'inverse du reste de l'humanité, qui a une relation un peu désinvolte, c'est le moins qu'on puisse dire, avec cette ressource. Les Inta, eux, entretiennent une relation quasi quotidienne, dans la mesure où toute leur société est construite autour et au-dessus de l'eau, avec notamment ces magnifiques jardins suspendus qui flottent à la surface de l'eau. À 500 km au nord-est de Rangoon, le lac Inle étale ses eaux douces et peu profondes sur 158 km² en plein territoire Shan. Ses habitants actuels, les Inta, sont les descendants d'une peuplade du sud du pays, déplacée au XIIe siècle dans cette région par l'un des rois de la dynastie de Pagan. Lassés des persécutions et des conflits incessants, les Inta choisiront finalement de s'installer au beau milieu du lac Inle. 80 000 âmes vivent aujourd'hui posées sur l'eau, dans une symbiose apparemment sans faille avec l'élément liquide. L'architecture des villages sur pilotis symbolise l'organisation du monde. Emplacement des pièces, alignement des poutres de teck, situation des représentations de Bouddha obéissent à des règles strictes, fonctionnelles, sociales ou religieuses. Je suis née dans le village de Kela. J'ai 25 ans. Je travaille tous les jours sur les jardins flottants. Nous y cultivons en majorité des tomates et d'autres variétés de légumes. Des fleurs aussi. Nous les vendons à Nuangshu et sur les marchés autour du lac. Cela nous permet de vivre comme il faut. Les Inta se sont harmonieusement et efficacement adaptés aux conditions de vie lacustre. Sur les parties les moins profondes du lac, ils ont fabriqué et développé avec les moyens dont ils disposaient des milliers d'hectares de jardins flottants uniques en leur genre. La première chose à faire pour nous, c'est de scier des longues bandes de jacinthe. Ici, ce n'est pas cela qui manque. Elles surnagent en tas sur les bords du lac. Après, on peut travailler dessus. Soigneusement découpées, les tranches de ce substrat original sont transportées par flottaison. En jardinier appliqué, les fils du lac alignent les bandes de jacinthe d'eau, les recouvrent de boue et d'herbe, colmatent les brèches, fixent le tout au fond de l'eau avec des bambous jusqu'à l'obtention d'un support parfait pour la mise en culture. La culture sur ces îlots s'est particulièrement développée au XIXe siècle avec la prolifération galopante des jacinthes d'eau. Un envahisseur qui a bien failli asphyxier définitivement le lac. Aujourd'hui, les Inta veillent à ne pas tuer la poule aux œufs d'or et limitent l'extension de leurs venise agricoles pour les mêmes raisons. Les jardins flottants requièrent des soins quotidiens, mais le résultat est là.
Au rythme des saisons, ils récoltent oignons, tomates, aubergines, piments, concombres, courges, haricots et une grande variété de fleurs leur tombent dans les mains. Les produits de ces vergers et potagers sont réputés dans toute la Birmanie. Chaque jour, ils sont vendus au cœur des villages lacustres ou sur les bords du lac. Ces marchés flottants sont l'occasion d'importants échanges commerciaux avec les tribus et les peuples voisins. Le lac Inle rayonne aussi par son pouvoir mystique séculaire. Hindouistes à l'origine, les Intas se sont convertis à Bouddha au fil des siècles. De nombreux temples sur pilotis érigés sur le lac sont l'objet d'une ferveur religieuse inébranlable. Les événements marquant le nouvel an bouddhique et la fête de l'eau sont le moment choisi pour la prise de la robe safran des jeunes bonzes. Tout bouddhiste se doit d'appartenir un temps à l'ordre monastique. Les garçons se libèrent de cette obligation entre 8 et 12 ans au cours de la cérémonie du Shinbuyu. Pour la circonstance, U Shogil, le fils de Sansu, et 2 de ses camarades se sont parés de soirées chatoyantes. Ce costume symbolise le renoncement du moine à tous les biens terrestres. Mais pour cela, il faut impérativement passer son cuir chevelu sous le fil du rasoir. Quand un jeune garçon devient novice, s'il a des cheveux, il va vouloir être beau, se coiffer, toujours se regarder dans le miroir. L'une des règles du bouddhisme, c'est d'avoir le crâne rasé. Comme cela, vous n'avez plus à vous occuper de votre image, vous avez l'esprit dégagé. U Shogil est désormais un fils de Bouddha. Pour célébrer la pagode aux 5 Bouddhas d'or construite au milieu du lac au XIIe siècle, les Intas organisent chaque mois d'octobre d'importantes festivités. Alors, le vaste plan d'eau ne se contente plus de nourrir son peuple, il devient un espace ludique où se disputent d'incroyables régates de pirogues à propulsion unijambiste. Chutes torrentielles, paisibles cours d'eau, lacs multicolores, fleuves majestueux, éclectiques et insaisissables, à la fois solvant, véhicule et milieu, l'eau a façonné les plus somptueux des paysages, dispersé la vie dans d'improbables endroits et permis à des milliards d'êtres de proliférer sur la planète bleue.
Unique dans le système solaire, sous cette forme liquide, compatible avec la vie telle que nous la concevons, l'eau douce nous est comptée. Gaspillage, fertilisation artificielle des sols, irrespect des écosystèmes, démographie galopante, désertification, guerre de l'eau. À l'heure où tombent les bilans dramatiques sur l'état de l'eau douce à la surface du globe, l'humanité doit se préoccuper du trésor translucide qui dort encore intact sous ses pieds, les nappes phréatiques. Si aucun effort n'est fait en ce sens, les hommes, dans 2 générations, risquent fort de se disputer la dernière goutte d'eau potable. Ushuaïa Nature poursuit maintenant son voyage dans un univers féerique, celui de la pureté originelle de l'eau. Les Mayas avaient le don particulier de s'installer dans des zones inhospitalières. Au nord du Chiapas, dans la presqu'île du Yucatan, Chichén Itzá a rayonné encore plusieurs siècles après le déclin des grandes cités de la forêt tropicale. Pourtant, dans cette région semi-désertique, aucune rivière ne coule en surface, aucun lac ne reflète les rayons du soleil brûlant. Les cours d'eau circulent ici sous l'immense plateforme calcaire. Chichén Itzá avait été bâti à proximité d'un immense puits naturel de 60 mètres de diamètre, communiquant avec cet incroyable réseau hydrographique souterrain, les cénotes. Des centaines de puits identiques à celui-ci perforent le plateau du Yucatan. Réserve d'eau de la cité, il tenait aussi un rôle plus sinistre. Des dizaines de squelettes humains y furent découverts. Lors de cérémonies sacrificielles, les prêtres mayas jetaient des femmes et des enfants dans le puits. Si les victimes parvenaient à survivre, elles devenaient les messagers des dieux. Mike Madden, un plongeur américain, grand spécialiste du Yucatan, s'est proposé de guider Nicolas dans les galeries immergées du plus important réseau de cénotes connu au monde. Hydrobiologiste mexicaine, Elba Escobar va profiter de cette plongée pour effectuer des prélèvements. Mike, quand est-ce que vous avez commencé à explorer les cénotes? Nous avons commencé il y a une douzaine d'années, vers 1985-86. Vous aviez une idée à l'époque de tout ce que vous alliez découvrir sous terre? Je n'en avais pas la moindre idée. On ne se doutait absolument pas que nous allions découvrir d'immenses réseaux de galeries immergées. Mais à l'époque, on allait de surprise en surprise à chaque plongée. À combien vous estimez la taille du réseau? Ce n'est qu'une grotte parmi la trentaine ou quarantaine qui se trouve dans la région. Mais c'est la plus grande, elle fait 70 km. C'était comment la première fois? Ah, la première fois dans cette grotte, c'était fantastique. Nous posions des kilomètres et des kilomètres de fil d'Ariane. Il ne nous en restait plus et tout d'un coup, on a vu le tunnel juste devant nous. Ah, c'était fantastique. C'est comme si vous aviez découvert un trésor, non? Oui, je crois que la meilleure comparaison qu'on peut faire, c'est que je me sens comme le premier homme à avoir atteint un sommet jusque-là invaincu. On arrive en haut de la montagne, c'est un moment d'immense exaltation. Et c'est ce qu'on ressent quand on plonge dans des grottes souterraines. Sauf que là, la découverte est sans limite. On ne cesse d'atteindre des sommets. Regarde en bas, tu vois l'eau de ce côté. Ça, c'est l'entrée du réseau. C'est incroyable d'imaginer qu'on peut parcourir 70 km sous terre à partir d'ici. Eh oui, d'ici on peut aller jusqu'à la mer. Ou bien on peut remonter le courant sur 15 km jusque dans la jungle. Je vais te montrer la carte. C'est toi qui as dressé cette carte? Ouais, c'est moi avec mon équipe, oui. Jette un coup d'œil dessus. Voilà, continue à dérouler. Cette carte montre les 70 km de la grotte qui s'étire indéfiniment. Où sommes-nous? Eh bien, nous nous trouvons ici, dans le cénote d'Ewish. Et d'ici, la grotte nous conduit jusqu'à l'océan. Toi et ton équipe, vous avez exploré toute cette partie. On a fait toute l'exploration. Et on a commencé il y a 10 ans. Cette carte représente toutes ces années de recherche. On travaille avec Elba depuis, 5 ans maintenant?
Oui, et j'ai fait toute la partie scientifique. C'est quoi la profondeur de l'eau? C'est partout pareil? Non, non, elle varie pas mal. La profondeur moyenne de l'ensemble du réseau doit être de 12 à 14 mètres. Elba, est-ce que tu peux nous expliquer l'origine de la formation des cénotes, l'origine géologique? C'est la pluie qui a pénétré la fracture de Yucatan. En fait, cela a commencé quand le niveau de la mer recouvrait la plateforme continentale, il y a 350 millions d'années. Il y a eu une formation de sédiments marins, et quand la mer s'est retirée, les eaux de pluie ont infiltré ces sédiments calcaires, provoquant des fractures et fragilisant certains points. Le sol s'est effondré à différents endroits. C'est ainsi que se sont créées les cénotes, avec des formes verticales. Et l'eau a créé ce que vous appelez des grottes. C'est inhabituel de préparer un équipement de plongée en plein cœur de la forêt, au milieu de nulle part. Let's get our equipment here, Elba. Okay, let's get our equipment. Voilà ces réserves d'eau souterraine dont l'humanité a tant besoin, captive dans l'écorce terrestre. Le spectacle de l'eau à l'état pur, comme si la nature avait édifié cette cathédrale immergée pour célébrer le plus précieux des éléments, l'eau qui, rappelons-le, fut notre premier miroir, et ce n'est sans doute pas un hasard si l'homme peut y lire son propre reflet et sans aucun doute les lignes de son propre destin. C'est un peu une visite dans notre propre âme que nous sommes en train de faire dans cette eau invisible pour nous rappeler peut-être ce que nous avons oublié, que l'eau et nous-mêmes formons un tout. Et cette visite dans les cénotes symbolise cette unité oubliée. Elba, quand vous avez commencé l'exploration des cénotes, quel type de biotope ou de microcosme vous avez découvert dans les cénotes? Nous avons découvert beaucoup de faune, beaucoup de poissons et de crustacés. La faune, en fait, est venue de la mer et probablement aussi de l'eau douce. Cette eau souterraine est particulière car elle ne contient qu'une très faible concentration d'oxygène. De plus, il n'y a presque pas de nourriture ici. Il n'y a aucune production primaire puisque le milieu est plongé dans l'obscurité totale. Once the water comes in by rain,
Mais ces systèmes sont extraordinaires. L'eau de pluie y infiltre, apportant tous les nutriments qui vont permettre aux animaux de survivre. La chaîne alimentaire commence ici, avec les bactéries. Beaucoup d'espèces animales vivent dans ce biotope, dont le plus grand nombre est invisible à l'œil nu. Ce sont des organismes de petite taille, mais abondants et endémiques, bien sûr. Est-ce que la pollution de surface peut atteindre et dégrader les cénotes? En fait, oui. La pollution du monde extérieur peut contaminer ce milieu très facilement, car son équilibre est très fragile. Je transporte avec moi une sonde Hydrolab. Je veux savoir à quoi ressemble la qualité de l'eau dans les cénotes. L'eau pure des cénotes a été et reste encore un milieu d'exception. Les Lamantins, que les Mayas considéraient comme des êtres surnaturels, venaient y trouver refuge. Mais la dégradation de leur environnement par l'afflux récent de populations côtières a chassé les placides mammifères aquatiques vers d'autres sanctuaires. Une équipe de plongeurs d'Ushuaïa Nature les a retrouvés au sud de la Floride. Sur Terre comme au ciel, visible ou invisible, l'eau sans cesse en circulation sur notre planète joue un rôle primordial dans la dynamique et l'évolution du règne minéral et du monde vivant. Unique et multiple, puissante ou paisible, l'eau en tant que milieu est surtout devenue fragile. Il suffit de presque rien pour bouleverser son équilibre et réduire à néant ce que la nature a mis des millions d'années à patiemment construire. Les étranges locataires des tranquilles rivières du parc des Everglades illustrent ce danger. Hippopotames, éléphants sans pattes ni trompe, ou morses sans défense. Non, un lamantin. Pas vraiment beau aux yeux de certains. On a même parfois du mal à croire vivant cet inoffensif mammifère, tant ses déplacements sont lents et mesurés. « 500 km au nord-ouest de Miami, c'est le pays des mangroves, des marais sans fin et des grandes barres sablonneuses faisant un rempart à l'océan. Là, dans les eaux claires et peu profondes de la Crystal River, les Lamantins ont trouvé refuge sous la protection discrète mais permanente d'un bataillon de scientifiques. Dans cette région touristique où les marinas de luxe et les infrastructures routières fleurissent en quantité, les rangers biologistes ont toutes les peines du monde à faire respecter leurs protégés. Ce ne sont pas les moyens qui leur manquent. En avion, en bateau ou en hélicoptère, ils épient le moindre manquement aux règles draconiennes instaurées sur le parc naturel. Et les peines sont lourdes. Toute personne violant une loi de protection de ces mammifères s'expose à des amendes de 100 000 $ et des peines allant jusqu'à 1 an de prison. En Floride, on ne badine pas avec un animal symbole dont la frimousse sourit sur les plaques minéralogiques de certains comtés. Seul mammifère marin herbivore, le lamantin a besoin d'une eau chaude où prolifèrent les algues et les jacinthes d'eau, son unique nourriture. En hiver, celles de la péninsule de Floride et de la Géorgie sont idéales pour ce gentil monstre qui vient y élever ses petits. Son histoire remonte à quelques 50 millions d'années, lorsque la compétition alimentaire a poussé certains mammifères vers les océans.
Parmi eux, quelques-uns regagneront la terre ferme comme les éléphants. Les Siréniens s'adapteront au milieu marin. Le lamantin appartient à cette famille. La légende veut que les marins de Christophe Colomb, en apercevant pour la première fois ces animaux à mamelles, les aient pris pour de redoutables sirènes. Manque de femmes sans doute, et abus de rhum sûrement. Les bateaux à voile ne sont plus un danger pour les lamantins, mais bien plutôt les hélices des moteurs qui leur lacèrent le dos. Nageant avec lenteur, souvent à moins d'1 mètre de la surface, ils payent un lourd tribut aux plaisanciers quand ce n'est pas aux hameçons, aux filets de pêche, à la pollution ou à la destruction de leur habitat. Cette dernière étant la plus sérieuse des menaces pour l'espèce. Dans la nurserie d'Homosasa, située à une vingtaine de kilomètres de Crystal River, ces monstres de tendresse disposent d'un périmètre totalement interdit à la circulation des embarcations et des hommes. Une partie du parc a été transformée en hôpital pour lamantins blessés ou stressés, que l'on soigne avant de les relâcher dans le milieu sauvage, souvent équipés de balises Argos pour pouvoir suivre leur migration. Dépourvus de la moindre animosité et de la moindre défense, ces gros bébés débonnaires dépassant le quintal passent le temps à brouter leur ration quotidienne de 60 kg d'herbe marine. Les femelles batifolent avec leurs petits au moins pendant 2 ans. Qu'on éloigne le jeune de sa mère, et c'est la mort assurée pour ce dernier. Toutes les 2 ou 3 minutes, les lamantins remontent à la surface pour respirer l'air à plein naseau. Mais ils peuvent garder leur souffle une vingtaine de minutes lorsque l'envie les prend de se reposer. Alors, les yeux fermés et le museau plaqué délicatement sur le fond de sable doré, le temps glisse sur eux. Mais la menace est là. L'équilibre de la biodiversité de la mangrove, cette forêt semi-immergée par les eaux qu'affectionnent les lamantins, ne tient qu'à un fil. Une modification de la température, la prolifération d'une algue étrangère, une concentration de pesticides, et l'écosystème dans sa globalité peut très rapidement disparaître. Et avec lui, bien sûr, le lamantin. Pour l'instant, les enfants chéris de la Floride sont fidèles chaque hiver au rendez-vous de la Crystal River. Encore faut-il que ces lents voyageurs reviennent intacts de leur long périple estival près des côtes de Caroline du Sud et de Louisiane. Dans le cas contraire, il faudra dire adieu au chant des sirènes.
abandonné une partie de l'équipe pour maintenant s'immiscer dans des boyaux plus étroits, utilisant l'expérience de Mike Madden, qui est le découvreur de ces réseaux. Et à dater de cet instant, il faut progresser lentement et surtout garder bien en tête son cheminement qu'il faudra faire au retour. Nicolas, I'm gonna tie off the line. You ready to go? I'm ready to go, okay. Mike Madden va dérouler un fil guide de manière à bien matérialiser l'itinéraire. Il y a à peu près 1 mètre entre le plafond et le sol. Il faut essayer de garder les palmes les plus légères possibles pour ne pas soulever les dépôts de sédiments. La dernière frontière, on progresse dans ce dédale. Nous sommes sans doute les premiers à regarder ce que la nature a commis pendant des millions d'années. Nicolas, regarde ces rangées de stalactites. Elles ont été formées quand les cavernes étaient sèches. Le vent, en soufflant dans ces réseaux, a sculpté ces formations. Sensation d'exaltation qui ne doit pas faire oublier l'indispensable prudence, car sous terre et sous l'eau, le moindre incident se transforme en catastrophe. C'est la raison pour laquelle l'équipement minimum est d'avoir tout le système respiratoire en double, et l'on applique la règle des 3 tiers, 1 tiers d'air à l'aller, 1 tiers pour le retour et 1 tiers pour le secours. Ce qui est très étonnant, c'est de se dire que nous sommes en train de nager sous le sol du Yucatan, et ces poches d'eau, l'eau des Mayas, illustrent ces précieuses ressources et réserves d'eau potable que l'humanité possède pour son avenir et que malheureusement elle a trop souvent tendance, sans s'en rendre compte parfois, à détériorer. Belles racines. On peut voir comment les arbres de la jungle boivent l'eau des grottes. Voilà comment la végétation vient puiser toutes les ressources minérales dont elle a besoin et tous les éléments nutritifs dissous dans l'eau qui manquent cruellement en surface, tout simplement parce que dans ces zones où le soleil frappe si fort, on a le sentiment que l'eau, pour échapper à l'évaporation, vient se réfugier dans les sous-sols. Si leur réserve d'air le permettait, Nicolas et Mike pourraient ainsi continuer jusque dans le golfe du Mexique. En effet, le réseau débouche en mer à quelques encablures de Tulum, unique citadelle maritime du monde maya. La boucle est bouclée. Des collines du Chiapas jusqu'à la côte Caraïbe, la civilisation maya a suivi le trajet de l'eau. Dans le Yucatan désertique, les Mayas ont réussi à survivre 15 siècles grâce à la présence des cénotes. Mais il y a bien d'autres déserts où l'eau souterraine n'est ni visible ni aussi accessible. Il faut d'abord subodorer sa présence et ensuite la chercher là où elle se trouve, parfois loin sous terre.
Lors de la distribution initiale des 1400 milliards de litres d'eau sur la planète, le désert de Sandy Git, dans le nord-ouest australien, semble bel et bien avoir été oublié. Derrière ses allures de cow-boy et son regard bleu acier, Vic Oil, au volant de son camion grue, ne désespère jamais de la faire jaillir. Water in the northwest is a very precious item. L'eau dans le nord de l'Australie est une chose très difficile à trouver. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ce travail très particulier. Ils doivent être très patients pour attendre que j'arrive creuser leur puits. Je travaille aussi bien pour les aborigènes que pour les Australiens blancs. Je crois que je suis la seule personne à aller au cœur du désert pour localiser les nappes d'eau, surtout pour les compagnies pétrolières. When I'm going into the desert, it is an unknown time schedule how long you're going to be out there for. Quand je vais dans le désert, c'est toujours difficile de dire combien de temps ça va durer. On peut seulement faire des suppositions. Mais d'habitude, si vous pensez rester une semaine, comptez-en 2, parce qu'il y aura toujours des problèmes. Roues cassées ou des caméramans français qui se perdent. Sur ce paysage grandiose, quasi lunaire, coule un soleil de plomb. Dès son lever, la température monte. 40, 50, 53 à l'ombre. Mais il n'y a pas d'ombre. Après des centaines de kilomètres de pistes apocalyptiques, Vic Oil parvient à son rendez-vous. Un fermier pour qui l'eau, peut-être plus qu'ailleurs, est une liqueur de vie. Le lendemain, dès le lever du jour, le sourcier le plus réputé du bush part pour une drôle de chasse, une baguette de métal coudée dans chaque main. Quelques pas, puis l'homme repart tranquillement avant de stopper à nouveau. Demi-tour pour vérifier une sensation, un frémissement au bout des doigts. Pendant des heures, le sourcier, initié par un très vieux bushman, arpente le désert attendant une réaction des tiges de fer. Mais une réaction à quoi? Pourquoi? Lui, l'incrédule, fait confiance à l'irrationnel avant de décider de l'endroit où il percera la pierre. Ridicule et pourtant. Vic Oil troque ses baguettes en fer pour une fourche de bois. La sensation se précise. Lorsqu'elle pique brusquement vers le sol, l'eau est là, sous ses pieds. We'll drill here. Le forage commence. Avec quelle chance de réussite? L'homme ne se prononce pas, mais il creuse. Il sait que l'eau fraîche et douce a déserté la surface pour se réfugier sous terre. D'immenses nappes phréatiques fossiles ou rechargeables retiennent dans le ventre de la Terre quelques 9 milliards de litres d'eau. Un trésor, bien sûr,
mais un trésor délicat loin d'être inépuisable. Polluées par des infiltrations venues de la surface ou asséchées par des pompages excessifs, de nombreuses nappes souterraines risquent de devenir définitivement inexploitables ou pire encore, à jamais fantômes. Tout à coup, un jet de boue sous pression surgit du désert. C'est le signal que Vic attendait. La nappe d'eau ne doit plus être très loin. Le désert. J'aime le désert. Il est difficile d'être plus au contact avec la nature. C'est beau et tranquille. Vous ne pouvez pas accélérer les choses. Vous devez être patient et savoir attendre. Enfin, je suis venu donner un coup de main à Vic pour 4 semaines. Et ça fait 3 ans et demi maintenant que j'y suis. Avec toutes les mouches. Parfois, c'est très difficile à supporter. Et il faut s'économiser un peu quand il fait très chaud. La température peut monter jusqu'à 42, 45 degrés. Très chaud, vous êtes déshydraté, il faut boire beaucoup d'eau. Et beaucoup de bière quand la nuit tombe. Pour le fermier du désert de Sandy Git et pour Vic Oil, la préoccupation immédiate est de trouver de l'eau. Depuis plus de 8 heures, la tête de trépan fouille et s'enfonce centimètre par centimètre dans la croûte de pierre. L'eau obéissante jaillit enfin des profondeurs. Dans quelques jours, les troupeaux viendront s'hydrater et mâcher goulûment les herbes nouvellement sorties de terre, jusqu'au tarissement de la source. Ici, la vie reprend ses droits. Vic Oil ses baguettes, son camion et la piste. De l'eau dans les zones arides, il en existe parfois sous les formes les plus inattendues. Dans le nord du Mexique, au pied de la Sierra Madre orientale, s'étend une vaste plaine brillante de silice. Elle abrite un phénomène unique, les Pozas Esmeraldas, les piscines d'émeraude. Ces petits bijoux d'eau douce ont attiré l'attention des scientifiques il y a moins de 10 ans. Depuis, ils vont de surprise en surprise. Nicolas et Franck ont laissé derrière eux l'eau des Mayas pour se rendre à Cuatro Ciénegas, où le plus éloquent des symboles aquatiques s'évertue à exister. Combien de Pozas y a-t-il dans cet endroit? Oh, il y a plus de 80 piscines, lesquelles ont des caractéristiques très différentes, comme leur profondeur. Elles varient de 70 cm à 14 ou 17 mètres pour les plus profondes. Et depuis combien de temps c'est protégé ici? Bien, le décret qui rend officielle la création d'une zone de protection de faune et de flore à Cuatro Ciénegas est sorti le 7 novembre 1994. L'eau des piscines est chaude ou froide? Ici, c'est un phénomène un peu spécial. Il y a 2 sortes d'eau, froide et chaude. L'eau froide, selon les scientifiques, c'est l'eau de pluie qui s'est infiltrée dans les parties hautes de la montagne et qui a rejoint la vallée. L'eau chaude est d'origine inconnue, mais une hypothèse dit qu'elle peut provenir de zones très profondes et émerger dans la vallée de Cuatro Ciénegas. ¿Es el más grande? No la más grande, pero sí es una de las pozas más profundas. Ce n'est pas la plus grande, mais c'est une des pozas les plus profondes. On les appelle les piscines bleues à cause de la couleur de l'eau. Mais le plus important dans celle-ci, c'est la présence des stromatolites. Les stromatolites, c'est ce qu'on voit un peu émerger. C'est assez dingue parce que face à nos yeux, on a sans doute une des plus incroyables curiosités géologiques de la planète. Et sans aucun doute, un des trésors les plus inestimables sur le plan biologique, car ces minuscules aquariums comme ça, qui sont un peu éparpillés dans l'extrême sud du désert du Chihuahua,
semble avoir totalement ignoré le reste de l'évolution. Il y a une vie propre qui s'y est développée depuis pratiquement la nuit des temps. Et on a découvert récemment, sous les travaux de William Hinckley, qui est de l'Université de l'Arizona et de toute son équipe, que quand on a commencé à recenser les espèces qui vivaient dans ces poches d'eau, la moitié des espèces recensées, c'est-à-dire à peu près 75 espèces, sont endémiques, c'est-à-dire qu'on ne les trouve nulle part ailleurs au monde, comme si ici il y avait vraiment une niche écologique qui avait subi sa propre évolution. Et le plus insensé, c'est que parmi tout ce qu'on a découvert, on a effectivement découvert les stromatolites, qui sont les plus anciens micro-organismes vivants, qui sont les premiers organismes vivants qui sont apparus sur Terre, puisqu'on en trouve sur Terre à l'état fossile, dont les plus anciens remontent à l'origine de la vie, les plus anciens ont 2,2 milliards d'années. On en trouve notamment à Shark Bay en Australie, c'est assez rare, mais ici le plus curieux, c'est que ceux-là sont encore vivants. Et puis ce qu'on a trouvé aussi, indépendamment des poissons, des petites crevettes, des... Oh, une tortue, regarde. Indépendamment des poissons endémiques, il y a ces fameuses tortues. Demande-lui comment on les appelle ces tortues. Quel est le nom des tortues? Comment se llaman las tortugas que viven en la agua? Il existe ici deux espèces. La tortue bisagra, qui est une espèce endémique à cette zone, c'est une tortue boîte, la seule tortue boîte aquatique. Il y a ensuite la tortue pallone, qui elle ressemble aux dinosaures. Elle a une carapace molle, c'est la tortue blanche. Enfin, il y a la Trionyx, que nous appelons la tortue à l'oreille rouge. Tout cela fait de cette région un lieu qui n'a d'égal que les îles Galapagos pour la quantité d'espèces endémiques qu'on y trouve. Cuatro Ciénegas, c'est donc en la matière une région très importante à l'échelle mondiale. Bon, on va, avec beaucoup de précautions, profiter de l'autorisation un peu exceptionnelle qui nous a été donnée de s'immiscer dans l'eau pour tenter avec la caméra de surprendre un peu la vie qui depuis des dizaines, des centaines de milliers d'années donc vit ici dans les Pozas mexicains. Les piscines naturelles de Cuatro Ciénegas abritent des espèces très particulières. Celles-ci réserveraient quelques surprises à qui aurait la mauvaise idée de les mélanger sans aucune précaution dans le même aquarium. Ces minuscules poissons à mi-chemin entre la perche et le chiquidé ont pris de très mauvaises habitudes. Des millions d'années de cohabitation dans quelques dizaines de mètres cubes d'eau, même magnifiques, ne les ont guère habitués aux élans de tendresse. Venus du fond des âges, leur instinct de survie s'est développé à l'extrême. Dans ces vases clos que sont les Pozas, aucun prédateur naturel n'a jamais pu venir de l'extérieur. Alors, les poissons s'éliminent entre eux, pratiquant une régulation des naissances impitoyable mais efficace. Leur population se doit d'être toujours égale, sinon le fragile écosystème qui les protège s'écroulera, entraînant avec lui leur disparition. Inquiétante loi naturelle, mais qui a déjà beaucoup servi. C'est dingue parce que on a vraiment le sentiment, tu sais, de nager dans un océan miniature avec tout ce qui vit dans ces petites piscines reproduit à petite échelle. Il y a même
ce qui s'apparente à du corail, c'est incroyable. Ce qui est très émouvant, c'est de se dire que depuis des milliers ou des centaines de milliers d'années, la vie s'est obstinée et entêtée à exister dans un lieu qui est quand même particulièrement hostile, sans jamais céder ou succomber à l'influence d'autres êtres vivants, c'est-à-dire que ces Pozas ont gardé leur propre identité. Il y a là une petite symbolique qui me plaît bien. Et puis surtout, définitivement, ces piscines illustrent parfaitement que l'eau, c'est le vivant, définitivement. On voit bien que cette confrontation entre le désert et l'eau est très éloquente. Il faut juste souhaiter une chose, c'est que ces Pozas ne soient pas une projection un peu dramatique de ce qui pourrait se passer à l'échelle planétaire, avec l'avancement du désert, à mesure que l'eau se raréfie et la vie qui s'y concentre avec une densité telle que la compétition y devienne impitoyable, un peu à l'image de ces poissons carnivores que l'on voit se dévorer entre eux. Souhaitons que tout ça ne soit pas de mauvais augure. En tout cas, ce que j'espère, c'est que tous ces voyages au fil de l'eau, tous ces spectacles de l'eau, auront réveillé votre fibre aquatique et nos sentiments primitifs, que cet émerveillement provoqué suscitera ce respect dont nous sommes redevables au plus précieux des liquides. Bonsoir et merci.